Bonjour à tous. Donc bonjour à toutes les personnes dans la salle qui nous ont rejoints. Merci beaucoup, mais également bonjour aux personnes derrière les écrans. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour le deuxième jour du Printemps de l'économie pour la session de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts sur le thème de la ressource en eau. Question vers la rareté de l'eau, point d'interrogation. Donc je pense que ce sujet va vous intéresser. Peut-être juste un tout petit mot de présentation de la Caisse des dépôts et ensuite de présentation des intervenants avant de donner la parole. Je vais être très courte car en fait 1 heure de session c'est un temps assez limité. Or nous avons beaucoup de choses à dire. L'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, donc c'est un service au sein de la Caisse des dépôts qui a pour mission de soutenir des travaux d'études ou des travaux académiques sur les sujets liés au métier de la Caisse des dépôts ou sur les sujets stratégiques de la Caisse des dépôts. Et donc, parmi les sujets stratégiques de la Caisse des dépôts, nous avons aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui est nos engagements en faveur du climat, l'alignement 1,5 degré de tous les métiers du groupe Caisse des dépôts, et plus particulièrement dans les territoires, l'adaptation au changement climatique. La Banque des territoires a eu un plan stratégique autour des enjeux de l'adaptation au changement climatique des territoires. Et au sein de l'adaptation au changement climatique, le sujet de l'eau est en train de monter très fort. Comme vous avez pu bien sûr le remarquer cet été, nous avons eu un épisode de sécheresse intense, les nappes phréatiques sont au plus bas. Donc il y a une vraie inquiétude au sujet de l'eau et nous allons en discuter. Un petit mot également sur la Caisse des dépôts. Alors vous avez toutes les présentations très très claires du site internet de la Caisse des dépôts. Je vous invite à vous y rendre. Donc c'est une institution publique financière, donc un investisseur de long terme. Donc pour ce qui est de l'établissement public qui a pour mission de financer des projets de territoire d'un côté, donc aussi bien du développement économique, de la transition écologique, de l'habitat, de la cohésion territoriale, et également qui abrite le métier de la gestion politique sociale, c'est-à-dire caisse publique de retraite et formation professionnelle. Donc ça c'est pour l'établissement public, mais c'est un groupe avec des filiales importantes comme CDC Habitat, BPI France, Transdev, pour n'en citer que quelques-unes. La Caisse des dépôts réfléchit aujourd'hui sur la question de l'eau et donc au niveau de la recherche, nous anticipons et nous allons en parler avec nos intervenants. Donc voilà quelques mots pour l'introduction. Je vais présenter nos intervenants qui ont très aimablement accepté d'intervenir et donc je les en remercie. Donc nous allons commencer avec Pierre Victoria, donc, qui est vice-président du comité 21 et membre et ancien délégué général du Cercle français de l'eau. Ensuite, nous entendrons Madame Tufnel qui est en ligne. Je ne sais pas si on peut la faire apparaître. Donc Frédérique Tufnel, ancienne députée, oui, nous la voyons. Enfin, nous la voyons dans l'écran, sur l'écran retour, mais pas forcément derrière. Ah d'accord, pardon. Donc ancienne députée de Charente-Maritime, vice-présidente donc de Ramsar France, et donc nous allons notamment parler de son excellent rapport sur la gestion des conflits d'usage en situation de pénurie d'eau. Et enfin, François Bafoile, donc sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, au sein du CERI, Centre de recherche de Sciences Po, et donc qui vient de nous rendre un rapport sur les enjeux de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Donc on va également y revenir. Donc on va commencer peut-être en revenant sur ce que je disais tout à l'heure, cette année 2022 qui est quand même marquée par une forte sécheresse, des canicules et de la sécheresse. Donc avec des cours d'eau qui sont très très bas, des lacs qui sont très très bas, des nappes phréatiques également très basses. Donc je vais commencer par vous poser la question, Monsieur Victoria. Donc quelle situation vous dresseriez aujourd'hui sur l'eau? Quelle est la situation de l'eau selon vous? Bien, merci Isabelle et merci à la Caisse des dépôts d'avoir invité le comité 21. Le comité 21, c'est une plateforme multi-acteurs, c'est-à-dire qui réunit des acteurs qui sont les collectivités locales, les chercheurs, les scientifiques, les citoyens, pour promouvoir tous les concepts du développement durable. Et ça a été mis en place en France en 1992, après le premier sommet des Nations Unies sur le développement durable. Et c'est aussi à faire en sorte que dans les instances internationales, et notamment unisiennes qui parlent de développement durable, la France parle d'une même voix, que ça soit la parole du gouvernement ou celle des différents acteurs de la société civile. Merci au Printemps de l'économie qui, quand même, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on ait un temps printanier en organisant une manifestation en automne. Donc, félicitations. J'avoue que c'était osé, mais c'est réussi, même si on verra si le climat aujourd'hui est comme il devrait l'être
aujourd'hui au mois d'octobre ou si c'est encore un effet de plus du dérèglement climatique. Je suis content de voir en tous les cas beaucoup de jeunes dans la salle parce que parler du sujet de l'eau avec des jeunes, c'est quelque chose de très important et on essaiera peut-être, enfin j'essaierai en tous les cas de vous dire pourquoi je pense que parler de l'eau est un point essentiel pour les générations futures. Alors est-ce qu'on va manquer d'eau ? Est-ce que dans le fond, la question de la rareté de l'eau est un sujet essentiel ? Isabelle le disait, cet été a été sans doute une année cruciale dans la prise de conscience qu'on pouvait manquer d'eau, puisque 1100 rivières se sont trouvées à sec, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'eau dans les lits des rivières, et qu'une centaine de communes n'ont pas eu d'eau potable cet été. Ce qui est vraiment un phénomène extrêmement étonnant, et en tous les cas qui ne correspondait pas du tout à l'état d'esprit que pouvaient avoir les uns et les autres. Pour qui la question de l'accès à l'eau pouvait se poser dans un certain nombre de pays, bien évidemment, au niveau international. Alors, combien de personnes n'ont pas de l'eau dans le monde? C'est un sujet en débat, mais en gros, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont vraiment pas d'eau du tout, ou en tous les cas qui doivent se déplacer loin pour pouvoir avoir au moins d'1 kilomètre pour avoir de l'eau. Et il y a autour de 3 milliards de personnes qui n'ont pas de robinet chez eux. Et encore, dans ceux qui ont des robinets, ils n'ont pas nécessairement de l'eau 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, comme vous et moi, normalement et de façon habituelle. Alors le paradoxe, juste pour faire un petit point international de départ, c'est que l'eau est extrêmement abondante sur Terre. D'ailleurs, on parle de la planète bleue lorsqu'on parle de la Terre, mais il faut savoir que seuls 3,5% de cette eau est de l'eau douce, le reste, bien évidemment, de la mer. Et parmi ces 3,5% d'eau douce, seuls 30% sont de l'eau disponible pour les activités humaines. C'est-à-dire que les zones ne sont pas accessibles, ce sont les icebergs, etc. C'est l'eau des fleuves, c'est l'eau des nappes souterraines qui sont accessibles. Une grande partie de l'eau douce qui est sur Terre n'est pas accessible. Et pourtant, si on pouvait avoir une grande citerne mondiale où on pouvait tous se connecter, nous pourrions avoir de l'eau pour tout le monde. Nous pourrions avoir 10 000 litres d'eau par jour et par personne, là où un Européen en consomme à peu près 400 litres par jour et par personne, et un Américain 1000. Alors quand je dis ça, bien évidemment, il ne s'agit pas de vos consommations domestiques à vous, chez vous, quand vous consommez heureusement beaucoup moins, mais bien évidemment à l'ensemble des activités qui consomment de l'eau. Au niveau mondial, l'agriculture, c'est près de 70% de l'utilisation de l'eau. En France, c'est 45%. Vous consommez en France, et je dis bien en France, à peu près 20% de l'eau disponible. Là où l'eau, donc je disais 45% pour l'agriculture, ça doit être 31% pour les activités de refroidissement des centrales nucléaires, ce qui est devenu intéressant parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, quand on parlait d'utilisation de l'eau, on ne parlait pas de l'eau utilisée pour refroidir les centrales nucléaires, mais qui aujourd'hui réchauffe les rivières et sont cause d'un certain nombre de problèmes liés à la biodiversité. Et vous avez seulement 4% en France qui est utilisé pour l'industrie. Alors c'est très étonnant parce que pour faire une voiture, il faut 400 000 litres d'eau. Pour faire un jean, il faut, je fais attention à mes chiffres, 11 000 litres d'eau. Et pour votre téléphone portable, il faut 1300 litres d'eau. Alors pourquoi il y a... Vous me direz que l'industrie en France fait que 4%, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'industrie en France. Comme ça, une grande partie du sujet est une réalité. Et anecdotiquement, et pour ne pas être excessif, les gros secteurs, grands consommateurs d'eau en France, comme la métallurgie ou la papeterie, etc., sont des gens qui ont mis en place des systèmes d'économie circulaire pour faire en sorte qu'ils réutilisent l'eau d'une façon ou d'une autre. Et quand on parle d'eau, on a parlé global au niveau mondial, cette citerne sur laquelle on ne peut pas se connecter. Mais quand on parle même de chiffres en France, cette moyenne n'identifie qu'un sens très relatif. Parce que l'eau, elle a une chose essentielle, c'est qu'elle ne se transporte pas sur de longues distances. Ce n'est pas l'électricité. L'eau, c'est le contraire de l'électricité. Ça ne se transporte pas et se stocke. L'électricité, c'est le contraire. Ça ne se stocke pas bien, mais ça se transporte sur de longues distances. Ce qui veut dire que l'eau, il faut qu'on la trouve là où on est. Et en l'occurrence, là où on est, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une commune, c'est ce qu'on appelle un bassin hydrographique, c'est-à-dire un territoire sur lequel il y a un réseau où l'eau tombe ou qui alimente les fleuves, et les fleuves ensuite reversent vers la mer. Il y a 6 bassins hydrographiques en France, et c'est autour de ces bassins hydrographiques que va se poser le problème de la disponibilité en eau. Ces dernières années, pour être très clair, on a beaucoup parlé et on a beaucoup débattu des questions de qualité d'eau. On a parfois débattu des questions du prix de l'eau,
mais on n'a quand même jamais débattu de questions de quantité d'eau, tellement il semblait évident que de l'eau, il y en avait pour tout le monde. Ce n'est plus vrai. L'eau aujourd'hui, à la fois du fait des effets du dérèglement climatique, et pourtant, le GIEC, depuis très longtemps, puisque depuis 2008, il annonce qu'il y aura des pénuries d'eau liées au changement climatique. Mais personne n'avait pensé que dans des climats tempérés comme les nôtres, où les pluies sont abondantes, on pouvait avoir un problème d'eau. Je suis breton, donc dans une région où, comme on dit, il fait beau plusieurs fois par jour, c'est-à-dire qu'il pleut quand même assez souvent. Je lisais dans le journal cette semaine qu'en Côte d'Armor, on avait 35 jours aujourd'hui d'autonomie d'eau pour l'eau potable, dans un département où il pleut énormément d'habitude. Donc on a vraiment des sujets de disponibilité d'eau qui sont posés et qui sont arrivés comme ça sur le débat cet été de façon extrêmement cruciale. Alors pourquoi on en est là? Donc j'ai dit, il y a la question du dérèglement climatique, il y a l'augmentation de la demande et il y a la question des usages. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, l'ensemble de ceux qui s'intéressaient à l'eau, alors c'est vrai pour la part agricole, on pourra y revenir tout à l'heure, c'est vrai aussi pour les réseaux d'eau potable qui perdent à peu près entre 20 et 25% de l'eau qui entre dans le réseau, qui n'est jamais arrivée à destination, ont toujours utilisé l'eau comme une ressource facile qui se renouvelait et sur laquelle il n'y avait pas d'économie à faire. Aujourd'hui, et ça c'est une question de développement durable, nous sommes rentrés dans un monde de ressources rares et l'eau fait partie désormais de ces ressources rares, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et cet état d'esprit-là va amener à avoir un comportement complètement différent dans l'avenir de ce que nous avons connu au cours des années passées. Alors les solutions pour régler les problèmes d'eau, ils sont les mêmes partout dans le monde. C'est la proportionnalité qui n'est pas la même. Si vous voulez de l'eau, il faut consommer moins, il faut polluer moins, il faut réutiliser plus et il faut mieux partager. C'est les 4 principes qui vous permettent, après on pourra discuter des modalités dans lesquelles ils sont faits, mais c'est ça les principes. Mais pour ça, il faut avoir une gouvernance collective. Alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la situation en France, on parle de disponibilité d'eau, mais que le problème de la quantité d'eau n'est pas détachable des autres problèmes auxquels l'eau sont confrontées. Nous avons 40% de nos masses d'eau seulement qui sont en bon état chimique et écologique aujourd'hui, alors que nous devions être à 100% en 2025. Ça a été reporté en 2027, mais en 2027, on ne sera pas au bon état écologique et chimique. On a des nouveaux polluants qui arrivent, les résidus médicamenteux, les métaux lourds, les nanoparticules. Donc on a un problème de qualité qui se pose de plus en plus fort. Et on voit en plus, bien évidemment, comme je l'ai dit, la question de la quantité de l'eau qui se rajoute à l'ensemble de ces problèmes. On ne peut pas traiter le problème de la quantité de l'eau sans régler l'ensemble des problèmes on est confronté. Et régler ce problème de quantité de l'eau, ça veut dire nécessairement changer de référentiel et modifier ses usages. Et pour ça, il faut être capable de se parler et de se coordonner et de s'organiser. En 1964, en France, la France a été considérée comme un précurseur en créant des agences de l'eau, c'est-à-dire en considérant que les problèmes de l'eau devaient être gérés sur le plan géographique et non pas sur des raisons politiques. C'est comme ça que se sont mis en place les agences de l'eau, qui sont des outils techniques, et une structure démocratique qui s'appelle le comité de bassin, qui réunit tous les usagers. C'est là qu'on décide de planifier les priorités en matière de quantité et de qualité d'eau. C'est là qu'on décide de prélever sur les consommateurs, selon le principe pollueur-payeur, l'argent nécessaire pour s'adapter au niveau territoire et ensuite de répartir, d'aider à faire des stations de traitement d'eau, des stations d'épuration, un certain nombre d'actions qui permettent d'assurer la quantité et la qualité d'eau. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que le dialogue et la coopération entre l'ensemble de ces acteurs ne fonctionnent plus comme avant. Aujourd'hui, chacun revendique des droits à l'eau sans écouter nécessairement les besoins de l'autre. Et la question du partage de la ressource est devenue un problème essentiel auquel on est confronté. Donc il faudra changer de référentiel. Et changer de référentiel, ça ne veut pas dire gérer les questions à court terme. Ce n'est pas gérer les problèmes en faisant des bassines nécessairement ici ou là. C'est être capable d'avoir une planification, une stratégie et un nouveau modèle de développement qui soit beaucoup plus respectueux de la ressource. Comment on le fait? On pourra en parler tout à l'heure, si vous le voulez bien. Et je laisse la parole, bien évidemment, aux autres intervenants. Merci beaucoup.
Donc on va continuer sur ces sujets justement de gestion de la rareté, de mieux répartir l'eau et de gérer les conflits d'usage. Madame Tufnel, donc, vous avez étudié toutes ces questions dans le cadre de votre rapport. Quel serait votre message aujourd'hui en 2022 par rapport à ces questions que vous connaissez bien de disponibilité en eau et de gestion des conflits d'usage en situation de pénurie d'eau? D'abord, je vous remercie vraiment de l'invitation et je trouve que la thématique est tellement à propos qu'on pourra en discuter pendant certainement plusieurs heures. Je vais essayer d'être assez précis sur les éléments du rapport que je voudrais replacer dans le contexte. C'est un rapport d'information en tant que députée de Charente-Maritime et j'étais dans la commission développement durable et donc avec Loïc Prudhomme de la France Insoumise et moi-même étant dans le groupe MODEM, nous avons en 2019 été chargés de réaliser un état des lieux de ces conflits d'usage de l'eau en période de pénurie, parce que dès 2019, vous l'avez déjà vu, il y avait déjà on a subi quand même un manque de précipitations, un stress hydrique très important, complètement inégal sur le territoire. Et Monsieur Victoria l'a très bien expliqué globalement sur la manière dont la pluviométrie s'applique sur notre territoire. Alors, comment, maintenant, partant de ces constats, l'évaluation de l'impact des changements climatiques sur la ressource en eau, les conflits d'usage émergent, on le voit bien un peu partout, et c'est surtout à un instant, à un lieu donné, pour une qualité donnée, et ne permet pas ou plus de satisfaire les différents usages. Il faut savoir que les usages de l'eau ne sont pas hiérarchisés dans le droit de l'environnement. Simplement, dans le droit, il est défini comme prioritaire les questions de santé, de salubrité, de sécurité civile, l'alimentation en eau potable évidemment, et le respect des équilibres naturels. Et le reste des autres usages, que ce soit industriels, agricoles, ne sont pas hiérarchisés dans le droit, et donc ils doivent être conciliés. À cela se posent quand même pas mal de questions. Parce que comment organiser de manière juste la répartition de l'eau sur le territoire, hormis les besoins prioritaires? Y a-t-il des usages plus légitimes que d'autres? Comment prioriser les efforts demandés à certains et pas à d'autres, et aux usagers? Comment objectiver les dérogations qui sont souvent accordées à certains, dont les agriculteurs? Cela donc implique en fait de bien connaître cette ressource en eau. Et surtout, pour bien partager la ressource, il est nécessaire de ce qu'on appelle bien la compter. Et pour bien la compter, il faut la connaître. Et on s'aperçoit en France, et que c'était donc les auditions qui nous ont mené à cette conclusion, il y a une difficulté de percevoir l'évolution de la ressource sur le territoire. Le BRGM est un bureau qui s'occupe de la gestion et du suivi des nappes hydrologiques, des nappes en France. Mais on s'aperçoit aussi qu'on s'appuie sur des rapports comme le rapport, une étude qui a été faite qui s'appelle Explore 70, qui avait été commandée par le GIEC et qui s'appuie en fait sur des chiffres qui ont été nourris qui datent de 2007. Donc on voit bien qu'à partir de 2019, déjà en 2019, on s'appuyait sur des chiffres de 2007 pour connaître le niveau des pluviométries annuelles, donc ce qui était complètement aberrant. Alors, l'incertitude, on voit qu'on a des incertitudes dans ce domaine et nous l'avons trop souvent constaté. Ça nourrit fréquemment des conflits d'usage. Et c'est d'ailleurs la question du niveau des nappes, c'est d'ailleurs le sous-jacent constaté à chacun des sites qui sont en conflit. Et je vais vous en présenter 3 dans la suite de mon propos. Il faut savoir que aussi, comme les conflits d'usage ne peuvent pas être réglés, ils ne peuvent être que conciliés. Et le fait d'avoir une multiplication et un allongement des épisodes de pénurie d'eau au cours de l'année, ça va complexifier la cohabitation entre les acteurs qui revendiquent un droit à l'eau. Car il y a des échelles de gouvernance qui se sont superposées et les usages, eux, se multiplient. Dans un conflit, et là on s'est appuyé sur les sciences sociales, dès lors qu'il y a un conflit, on sait qu'il y a 3 réponses qui sont possibles. La première, c'est quoi? C'est la loyauté. On accepte la décision telle qu'elle est. Ce qui est rare dans ce cadre-là. Soit la défection, c'est-à-dire ou la fuite, qui consiste à se délocaliser, quitter la zone de tension ou encore à diminuer sa dépendance vis-à-vis de l'eau. Soit alors la prise de parole qui consiste à s'opposer vraiment à la décision
soit par la négociation, c'est ce qu'on aimerait dans les protocoles d'accord qui sont en cours actuellement sur certains territoires, donc voire par la concertation, soit ce que nous attendons aussi, c'est dans le cadre par exemple des bassines dont je vais vous parler tout à l'heure dans les Deux-Sèvres, ou alors il y a une confrontation. Et on le voit trop souvent, on a eu des exemples dramatiques qui se sont passés par exemple sur le barrage de Sivins et ailleurs où on voit que l'on peut aller très très loin avec à la clé une judiciarisation qui est obligatoire. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de dialogue, il y a des manifestations, des menaces, des confrontations verbales, des médiatisations qui est importante, des recours en justice. Tout ça, ça marque le passage d'une situation de tension à une situation de conflit. Et cette notion de conflit doit aller vers la régulation ou la résolution par la recherche d'un compromis ou la médiation. Et c'est ça qui n'est pas évident. Dans le cadre, par exemple, des Deux-Sèvres, des bassines dans les Deux-Sèvres, on appelle ça des bassines parce qu'elles ressemblent à des grandes bassines qui sont quand même très imposantes, la source du conflit venait, parce que le conflit date de 10 ans maintenant, vient du décalage entre la disponibilité de la ressource et les besoins des agriculteurs. Et il s'est cristallisé autour d'une solution technique, donc un projet d'aménagement de 19 retenues d'eau. Retenues de substitution, c'est le terme exact, et non des retenues collinaires, c'est différent, à destination de plusieurs agriculteurs irrigants dans un contexte de tension et de sécheresse estivale. Avec la question du type d'agriculture. Est-ce raisonnable de faire pousser du maïs irrigué en période d'étiage ? Le conflit s'est installé il y a 10 ans. Tous les protocoles d'accord qui ont été proposés, maintenant labellisés, ce qu'on appelle projet de territoire de gestion de l'eau, pour la gestion de l'eau, ce qu'on appelle les PTGE, à l'époque n'ont pas réuni tous les acteurs. Et donc, on a bien vu qu'à un moment donné, quand on ne réunit pas tous les acteurs, la concertation ne peut pas avoir lieu et on ne peut pas aller vers un accord global du protocole d'accord. Et ces protocoles donc n'étaient pas jugés satisfaisants par certains opposants. Et ils visaient en fait un acteur unique, l'agriculteur irrigant, au lieu de porter une vision d'ensemble qui vise à la sobriété pour tous les usages. Le multi-usage dont on parle beaucoup. Et certains agriculteurs craignant une restriction, ont pompé au-delà des volumes prescrits, ce qui a complètement déséquilibré la négociation. Les positions des uns et des autres ont empiré et le conflit est parti vraiment dans un conflit très très dur. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à conclure par rapport à ça. On sait aussi très bien que ces conflits, une fois qu'ils sont bien installés, ils ne pourront jamais être régulés. Je suis très pessimiste par rapport à ce cas-là, sachez-le. En plus, il faut savoir qu'une bassine est financée à hauteur de 70% avec de l'argent public et 30% privé. Et pour une bassine, il faut compter à peu près 280 millions de mètres cubes de retenue. Une bassine, c'est à la fois 30% d'évapotranspiration et aussi une eutrophisation aussi de l'eau. Donc, pour simplement 250 agriculteurs réunis au sein d'une coopérative. Donc, l'engagement du passage à une agroécologie qui paraît vraiment la solution qui pourrait remettre tout le monde sur la ligne de la conciliation, eh bien, qui est pourtant proposé, eh bien, on voit qu'on a une difficulté pour aller jusqu'au bout. Donc, voilà, ça c'est un premier cas. Le deuxième cas dont je peux vous parler, c'est celui de l'activité industrielle de Vittel. Et on voit bien que la question de l'eau, comme elle est répartie différemment sur le territoire, a un impact différent par rapport aux conflits qui peuvent émerger. Sur Vittel, qu'est-ce qui s'est passé ? On a ce conflit d'usage opposé principalement l'industriel Nestlé Waters, un collectif local de consommateurs et d'associations de protection de l'environnement. L'embouteilleur, lui, exerce une pression sur la nappe souterraine du Trias inférieur, ce qu'on appelle le GTI, qui est déficitaire chaque année de près d'1 million de mètres cubes par an, ce qui est énorme. Donc, afin de résorber le déficit, la commission locale de l'eau, la CLE, a préconisé la construction d'un pipeline de 15 km pour conduire l'eau à Vittel afin d'alléger la pression sur la nappe. Et ce conflit a posé la question centrale de la priorité des usages, de la préservation de la ressource en eau. N'oublions pas qu'on peut s'attendre à une baisse de 10 à 15% des aquifères d'ici 2045-2065 sur le territoire national. Alors, s'agissant de Vittel, la clé donc, a été mise en place en 2009. Il y a un protocole d'accord qui a été signé en 2020 qui a abandonné le projet de substitution, de pipeline,
et qui s'est recentré sur des économies d'eau, accompagnées par un SAGE, un schéma d'aménagement de gestion de l'eau. Les SAGE, il n'y en a pas partout sur le territoire français. Moi, je pense qu'il faut absolument en mettre partout. Il faut absolument connaître le niveau des nappes, parce que ça permet d'être très précis sur les déficits à venir. Et on voit que ce projet Avitel cristallise toujours les oppositions et n'est toujours pas réglé. Le troisième cas, et là je vais en terminer là sur les cas de conflit d'usage, et après je pourrais aller beaucoup plus loin, mais sur vos questions, répondre à vos questions. Le troisième cas étudié était sur le niveau de rivière de l'Indre. Alors là, c'est un cas absolument incroyable. En 2019, le niveau de l'Indre a baissé de 60 cm en 48 heures. La zone humide de la Brenne, qui est classée Ramsar, a vu son niveau s'assécher. Donc il y a eu des coupures d'eau pour les habitants et il y a eu un approvisionnement de l'eau en bouteilles pour tous les habitants. Et là, nous voyons bien qu'il y a une inadaptation des différents usages agricoles, industriels, qui étaient pompés en amont et qui ont un impact sur les rivières en aval. Et les contraintes de proximité aussi contribuent à expliquer ces conflits. Alors, des outils de régulation, ils existent pour éviter justement pour envisager des solutions concrètes. Il y a la réglementation qui existe, c'est-à-dire qui consiste à autoriser, limiter ou interdire. Et il y a la judiciarisation face aux contestations et le non-respect des interdictions. Mais il y a aussi tout un élément, je vais peut-être pas avoir le temps de le développer, mais vous donner quand même quelques pistes qui sont importantes. C'est toute la planification qui est nécessaire, qui doit être faite sur le territoire, qui doit être concertée via les SDAGE, les schémas départementaux de gestion de l'eau, et les SAGE à l'échelle d'un bassin ou même d'un sous-bassin. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une rivière, elle ne s'arrête pas au département. Donc, on est obligé de travailler sur les bassins et les sous-bassins. L'agence de l'eau, les agences de l'eau ont un rôle absolument exceptionnel, important dans ce domaine. Et il faut absolument qu'il y ait une contractualisation via les OGC, qui sont des organismes publics, des acteurs publics, qui gèrent le suivi, si vous voulez, de la planification. Et puis, il y a toutes les innovations, la réuse, la réutilisation des eaux usées, techniques, la gestion du goutte à goutte par l'agriculture, et surtout le passage à l'agroécologie et l'agroforesterie, parce qu'on a besoin de conserver l'eau dans le sol. Et l'eau, j'en m'arrêterai là pour ma partie, l'eau n'a jamais été aussi bien conservée que dans le sol. Donc il nous faut absolument trouver le moyen de la conserver là où elle est normalement le mieux conservée pour justement tous les usages. Merci infiniment. On reviendra peut-être effectivement sur certains types de solutions. François Bafoile, on va continuer sur la question des conflits peut-être et d'autres exemples avec là aussi bien les jeux d'acteurs, la manière dont on peut résoudre ces conflits. Merci Isabelle. Ça marche, oui. Merci aux organisateurs, merci à vous tous de participer. Ça fait très plaisir votre jeunesse parce que c'est votre problème et l'un des problèmes fondamentaux auxquels vous allez vous confronter, comme Pierre l'a dit. Je vais m'inscrire dans la foulée de ce qu'a dit Madame Tufnel, dont j'ai réalisé un rapport que vous pouvez prendre. Il est en ligne sur le site de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Voilà, qui est sur le site de l'Institut, et je l'ai réalisé pendant 2 ans. Donc je vais m'inscrire dans la foulée de ce qui a été dit précédemment, et je reprends les questions, et je vais insister sur un cas d'étude, et je reprends les questions que Madame Tufnel a soulignées en termes d'usage. Finalement, ce qui est important, c'est de justifier l'usage qu'on en prend par rapport à d'autres, puisque d'autres le veulent en même temps que vous et parfois en plus grande quantité que vous. Et donc, c'est la question de la légitimité. Quelle légitimité j'ai? Quelle légitimité a le partenaire ou l'opposant à user de cette eau? Quel effort peut lui être demandé? Voilà la deuxième question qui était aussi posée, qui était très justifiée. Et puis, qui doit s'occuper finalement de trancher? Quelle instance est habilitée finalement à dire celui-ci, il prendra telle eau ou tant d'eau et l'autre prendra tant d'eau? Alors, il y a 3 manières en sciences sociales, et il n'y a pas seulement l'approche qu'a mentionnée Mme Tufnel pour la résolution des conflits. Il me semble qu'il y a 3 manières, c'est le deuxième point que je voudrais souligner, pour régler un conflit. Vous savez, on est témoin en plus avec ce qui se passe
en Russie, on est en plein dans le débat. Le premier, c'est la force. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas ce que dit l'autre, et puis on impose son point de vue. Je consomme l'eau, je la prends pour moi, et avec moi, j'ai la longue durée. Souvent, ceux qui ont l'usage le plus puissant dans les territoires, c'est qu'en fait, ils ont la longue durée de leur usage. Ils peuvent arguer que ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils font ces pratiques-là, et donc... Je ne vois pas pourquoi ils en changeraient. Et puis à cette tradition s'ajoute en France le fait que l'agriculture, historiquement, elle a été dotée d'une tâche extrêmement importante. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé aux agriculteurs de nourrir une France qui était affamée. Donc on a demandé à ceux qui étaient dans le sud, par exemple en Camargue, de produire du riz. Il fallait beaucoup de riz. Ils ont produit beaucoup de riz. En Bretagne, on leur a demandé de faire du porc. Ils ont produit beaucoup de porc. Bref, on a eu une intensification de l'agriculture. Au fin de répondre à une exigence nationale tout à fait légitime. Et du coup, l'agriculture française s'est défendue d'une mission qui était on ne peut plus respectable. Voilà, ça c'était le premier. Le deuxième raison qui peut conduire à une entente, mais je vais revenir évidemment sur l'ambition de l'agriculture française, car on est au cœur du débat. Là, on a une opposition de représentation et d'intérêt. Le deuxième moyen de régler un conflit à côté de la force, c'est l'intérêt. Finalement, je vois mon intérêt à négocier, je vois mon intérêt à accepter une règle collective, et du coup, je limite mon ambition, tu limites ton ambition, on limite notre ambition, et on va s'entendre, et on va partager. Et puis la troisième, à côté de la force de l'intérêt, c'est la croyance. Finalement, on y croit, c'est-à-dire des valeurs nous motivent. Celles-là, on les rencontre peu fréquemment. Dans les conflits, c'est souvent pas par ce moyen, malheureusement, qu'on règle un conflit, sinon il n'y aurait pas de conflit. Voilà, je voulais poser ce débat. Maintenant, où est le conflit auquel j'ai assisté et que j'ai analysé dans l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure? C'est, pour le dire un peu grossièrement, l'opposition entre un type d'agriculture intensive, représentée par des intérêts très particuliers organisés autour d'une confédération et de fédérations qui est la FNSEA, pour la citer, la Fédération nationale des exploitants agricoles, opposée à une autre vision, et j'ai envie de dire une autre vision du monde, une autre représentation du monde, drainant d'autres intérêts et d'autres institutions, globalement, les écologistes. Et finalement, ce que réunit ces conflits autour de ce que Madame Tufnel a dit, les bassines, qui sont des lieux de rétention de l'eau. Bassines, c'est les adversaires qui disent bassines. Et on comprend bien que c'est assez péjoratif, et c'est ainsi que c'est compris par ceux qui le subissent. Quel est l'enjeu du conflit? L'enjeu du conflit, il est que pour une minorité d'exploitants qui exploitent un produit tout à fait particulier, qui est le maïs, notamment, qui est très consommateur d'eau, eh bien, en fonction de la tradition, en fonction de leur histoire longue et de leurs habitudes longues, les exploitants dans cette partie-là, qui est celle de Madame Tufnel, qui est, je n'ai pas analysé dans les Charentes-Maritimes, mais dans les Charentes, vous savez, c'est le pays des Charentes, c'est à peu près pareil, ils revendiquent finalement un usage de l'eau au motif que leur production est très consommatrice d'eau. Et les autres répondent, justement, il y a des problèmes. Il y a 3 types de problèmes. Et c'est là où je me suis entretenu avec les gens de la FNSEA, je me suis entretenu avec les écologistes, et c'est là-dessus que les débats s'enveniment et que les conflits se nourrissent. Le premier débat, il est d'ordre scientifique. Et Mme Tufnel le dit très bien dans son rapport. Il y a beaucoup de choses à propos de l'eau qu'on ne sait pas quantifier, qu'on ne sait pas établir. Et quand on ne sait pas établir scientifiquement quelque chose, alors la voie est ouverte à n'importe quoi, et la pire des choses, le complotisme, les discours, etc. Alors quel est le conflit? Le conflit, il est autour de l'eau, du pompage. Et il y a une distorsion, soulignent les écologistes et les scientifiques, il y a une distorsion, contestée évidemment par les autres, selon laquelle une distorsion temporelle et une distorsion spatiale. Et les écologistes insistent sur le fait que les lieux, les temps de pompage ne correspondent pas au temps de remplissage des nappes. Autrement dit, on pompe l'eau dans les nappes, bien sûr, et ce n'est pas le même temps que celui de remplissage qui demande beaucoup plus de temps.
Il faut du temps, il faut une période de latence qui fait que les deux ne peuvent pas correspondre. Les autres répondent, mais si, l'eau tombe, la pluie tombe, les nappes se remplissent. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se fait. Et une fois qu'on a pompé l'eau, faut attendre que ça se refasse, et ça met beaucoup de temps. Le deuxième enjeu du conflit, il n'est pas sur le temps, mais il est sur l'espace, c'est-à-dire les lieux où on prend l'eau ne sont pas les lieux où l'on consomme, et donc il faut déplacer l'eau. Et là, il faut déplacer l'eau. Et donc c'est sur ce problème de distorsion du temps et de l'espace qui pourrait être fondé scientifiquement, et qui l'est aussi, que se joue le premier conflit. Le deuxième conflit, enfin la deuxième source du conflit, il n'est pas sur la science, il est sur le droit, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en fait, cela se fait au profit d'une minorité d'exploitants. Il y a moins de 10% dans les Charentes qui utilisent l'eau à ce niveau-là pour la culture du maïs. Donc il y a 90% d'exploitants qui subissent le sort des 10%. À cela s'ajoute le fait que, comme c'est un marché clos de l'eau, l'emploi est réduit. Les jeunes ne peuvent pas s'installer, quand bien même les défenseurs de la position adverse de la FNSEA disent qu'en fait, ça permet, on a des moyens de distribuer l'eau aux entrants, etc. Et le troisième, à côté de la science et du droit, c'est la question de la démocratie. C'est la question fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, dans le système actuel, est distribuée au sein de commissions dans lesquelles les représentants de la FNSEA sont partie prenante. Autrement dit, ils sont jugés partis. Or, plutôt qu'être jugés partis dans ces commissions, il est, et c'est réclamé par de nombreux acteurs, il serait bien plus nécessaire, finalement, de le confier aux collectivités locales, et bien plus juste, surtout, de le confier aux collectivités locales qui ont déjà la compétence de la gestion de l'eau, qu'on appelle GEMAPI, peu importe, qui ont cette compétence, qui le savent au niveau des communautés de communes, des collectivités locales ou de leurs représentants, bassins, etc., et qui pourraient du coup l'allouer. Ce qui ferait que ce ne serait pas privé, parce que vous avez compris que le problème il est là, l'eau est privatisée par certains, et les autres demandent à ce qu'il soit public. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Alors, il y a M. Victoria qui veut réagir. Est-ce qu'il y a peut-être juste une question ou des questions à distance? Je ne pense pas. Sachez qu'à distance, vous pouvez poser des questions avec le hashtag Printemps de l'écho. Juste annoncer qu'on va faire un tour rapide, mais je vais juste rappeler le temps parce qu'une heure, c'est très court. Nous sommes déjà à 14h42. Donc, M. Victoria va répondre, mais j'anticipe sur la question suivante qui va être traitée de manière beaucoup plus courte que les premières interventions parce que nous n'avons pas le temps. On a des types de solutions, des nouvelles solutions à développer. Donc, j'ai bien retenu les 4 axes qui étaient de réduire la consommation, de moins polluer, de mieux partager la ressource ou de la réutiliser. Il y a aussi peut-être des solutions du type des solutions fondées sur la nature. Donc on va revenir sur ce sujet-là rapidement. Mais là, je vois qu'il y a une question. J'entends les agriculteurs qui me disent que ce n'est pas nécessaire de produire autant de maïs. Voilà, quand je discute avec des agriculteurs, ils me disent, et je vois que vous ne l'avez pas cité dans les problèmes, et une des sources de contestation que j'ai entendues, c'est que le maïs, ce n'est pas un produit de chez nous, c'est un produit américain. Et on s'est fait envahir par... c'est peut-être ce que vous vouliez dire, monsieur? Enfin bon, voilà. Monsieur Victoria. On va y répondre. On viendra sur les solutions après, mais les solutions, dans le fond, elles sont sur la table, on les connaît, même s'il y a, et ce qu'a dit François est très juste, on a un problème de déficit de connaissances, souvent d'informations, d'ailleurs, y compris sur l'état des ressources en eau. Le vrai problème pour lequel on a aussi du retard en matière de ressources en eau, c'est qu'on n'avait pas d'éléments de connaissance de la réalité exacte dans lesquelles étaient nos eaux. Mais indépendamment de ça, les solutions, on va les avoir. Le vrai problème, c'est ce qui est dit, c'est est-ce qu'on comprend qu'on est dans un monde qui est en train de bouger, où les ressources sont devenues rares, que nos modèles, comme disait le maire des Monts d'Arrée, qui fait partie de l'endroit où je suis né, il disait il faut qu'on change notre référentiel. C'est-à-dire que le monde de demain, ça ne peut pas être le monde d'hier. Et on ne peut pas se crisper aujourd'hui sur des droits et sur des visions. On fait comme ça parce que sinon, à court terme, on va y perdre. Non, il faut être capable d'avoir un projet collectif qui intègre non seulement la quantité d'eau, mais la qualité de l'eau,
pour la question des écosystèmes, la question de la biodiversité, enfin tous les éléments qui sont dedans. Si on ne prend que les choses que par un bout, on n'arrivera pas. Aujourd'hui, on avait besoin de co-construction pour partager la ressource en eau. Aujourd'hui, on a même besoin de co-transformation. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'on partage un projet. Qu'est-ce que notre territoire sera demain dans un monde où la ressource est rare, où le climat diminue la ressource et où les usages sont de plus en plus exigeants. Tant qu'on n'aura pas traité, qu'on n'aura pas eu ce débat de fond, tout le reste deviendra nécessairement objet de conflit. Une fois qu'on sera d'accord sur la vision, et j'espère qu'on pourrait l'avoir, on pourra peut-être avoir un projet collectif qui sorte de ce que disait l'appropriation ou la communautarisation quelque part de la ressource. Merci beaucoup. Peut-être, avant de donner la parole à François Bafoil, notamment sur le maïs, Madame Tufnel, vous avez très rapidement évoqué, en fin de votre intervention, l'agroécologie, par exemple. Peut-être 2 mots sur les solutions fondées sur la nature pour la préservation de l'eau? Oui, merci de parler de ce sujet-là parce que c'est essentiel. Je veux dire qu'on ne peut plus se contenter de solutions de court terme, mais voir vraiment à long terme. Et la situation, la manière de voir à long terme, c'est aussi de protéger, par exemple, les zones humides. Les marais sont un exemple exceptionnel de solutions fondées sur la nature. Ces marais, ces mangroves, les tourbières ont été détruites pendant des années, des siècles. De tout temps, parce que c'était des lieux maléfiques, absolument insalubres. Et on les a absolument drainés, artificialisés, on a construit sur ces zones-là. Et on s'aperçoit aujourd'hui que lorsqu'il y a par exemple des épisodes Cévenol ou des grands épisodes aussi de fortes pluies, on voit que l'eau dévale maintenant les villes, emporte tout sur leur passage parce que l'eau reprend son espace. Et on a déméandré, et on a canalisé. Et on s'aperçoit que tous les petits chevelus qu'il y avait dans la vallée, qui étaient des zones humides, avaient leur rôle, c'est-à-dire qu'elles avaient un rôle d'atténuation par rapport aux inondations, de filtre de l'eau aussi par rapport aux éléments chimiques, et également aussi d'une source de biodiversité exceptionnelle. On a besoin, et de capteurs aussi de carbone. Donc ces zones humides jouent un rôle exceptionnel, on appelle ça des solutions fondées sur la nature, qui ne coûtent pas grand-chose à entretenir, et elles apportent des services qu'on appelle écosystémiques positifs, beaucoup plus importants que lorsqu'on les draine justement et on les artificialise. Ces solutions sont vraiment indispensables. Maintenant, le gouvernement a lancé un plan national sur les zones humides, ce qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de les retrouver, d'abord de les connaître, de ne pas les artificialiser, de les entretenir. Une zone humide entretenue permettra justement d'avoir une filtration de l'eau qui soit constante dans les nappes et permettra justement d'apporter un rôle absolument exceptionnel. Je prends un exemple autour de chez moi à La Rochelle. Vous avez la ville d'Angoulins et la ville de La Rochelle. Entre les deux, il y a un marais, ce qu'on appelle le marais de Tadon. Il était prévu de l'urbaniser, d'en faire une extension d'un centre commercial. Bien sûr, tous les opposants se sont réunis et même le maire, etc. Tout le monde a dit bon, c'est complètement fou. On est en bord de littoral, il y a quand même des submersions marines. On a connu la faute sur mer. Il faut absolument qu'on protège les habitations. Eh bien, c'est à ce rôle-là les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que ça apporte des effets bénéfiques pour les habitants et ça les protège. Donc ça, c'est un élément très important et on doit les utiliser pour la qualité de l'eau et la filtration de l'eau. Alors, ça ne résout pas tout parce qu'il y a aussi toute l'eau qui tombe en surplus l'hiver, qui part à la mer et on aimerait bien la conserver. Et c'est ce qui est vraiment à l'attribution, comme l'a dit M. Bafoil, c'est exactement ça. Certains veulent se l'attribuer à leur profit. Donc, il est temps de passer maintenant sur des projets de territoire, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un développement de solutions qui soient mixtes, à la fois des solutions fondées sur la nature, des solutions techniques, une sobriété. Et il faut travailler par rapport à ces différents lieux, ces bassins ou ces sous-bassins, pour apporter des réponses. Mais il ne faut surtout pas avoir une réaction de court terme, comme on a aujourd'hui, beaucoup trop souvent. Le préfet prend ses mesures de restriction avec ses 4 niveaux de vigilance. Et puis ensuite, l'hiver revient, la pluie revient. Ce que je crains, personnellement, c'est que l'été prochain, nous ayons assez d'eau et que tout le monde oublie la question de l'eau. Non, la question de l'eau est urgente maintenant, aujourd'hui, pour demain. On voit trop les nappes vraiment s'affaiblir et on a besoin d'avoir des projets de long terme. Merci infiniment. François Bafoil. Sur le maïs, d'abord, puisque c'est la question de la sobriété qui est posée, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut changer
de mode culturel, pour avoir des méthodes culturelles qui soient beaucoup plus sobres en matière de consommation d'eau. La sobriété, c'est ça d'ailleurs, et qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec l'efficacité hydrique. L'efficacité hydrique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'a dit Frédéric, c'est moins d'eau pour une même quantité de produits, et notamment par la généralisation du goutte à goutte en matière agricole. Mais la sobriété, c'est vraiment consommer moins. Et pour consommer moins, alors c'est vrai dans le monde agricole, je ne voudrais pas qu'on parle d'ailleurs uniquement de la question agricole. Je pense qu'au niveau aussi des villes, il y a encore beaucoup d'économies d'eau que l'on peut réaliser. Or aujourd'hui, il y a des villes qui aujourd'hui ont des tarifications différenciées selon les périodes et en fonction de la disponibilité de l'eau. Il y a aussi, là où il y a des délégations de services publics, c'est des entreprises privées qui gèrent l'eau pour le compte des collectivités, on peut se poser la question de pourquoi on continue à être rémunéré sur des quantités d'eau vendues et non pas sur des économies de ressources qui sont faites. Ce qui est d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays au monde. Mais en France, on continue à avoir des systèmes qui, dans le fond, parce que dans notre inconscient, l'eau est disponible et se renouvelle, on peut continuer à faire comme ça. Ben non, il faut revoir complètement les choses de façon différente, en matière d'efficacité comme en matière de sobriété. Merci beaucoup. Je vais juste introduire, alors je ne vais pas prendre toute la question parce qu'il ne nous reste que 10 minutes, mais j'ai reçu une question. Alors sur la FNSEA, elle a été bien sûr interrogée dans les différentes études que nous avons mentionnées, que ce soit le rapport de Vincent Bafoual ou le rapport de Madame Tufnel. Je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle, mais en tout cas, bien sûr que leurs arguments ont été pris en compte, et on les connaît bien de toute façon. Et par ailleurs, il y a une question qui est peut-être intéressante, parce que peut-être que François Bafoual, vous avez des éléments là-dessus. Comment ça se passe dans les pays très pauvres en eau, typiquement l'Espagne ou le sud de l'Espagne? Je m'inscris dans la foulée de ce qu'il vient de dire, d'abord pour ce qui concerne la nécessaire adaptation à ce qui devient maintenant manquant et qu'on pensait indéfiniment utilisable, l'eau. On pensait effectivement, avec le modèle précédent, et toujours actuel malheureusement, qu'on pouvait utiliser la ressource en eau, les autres ressources aussi, les autres ressources naturelles également, pensant que la nature pourvoyait à nos besoins et qu'on pourrait l'exploiter jusqu'à plus soif, puisqu'en fait finalement on n'arrêterait jamais de consommer. Or on sait maintenant que la ressource est limitée. Et c'est vraiment, un changement du monde qu'on doit avoir dans la tête, entre une position, encore une fois, je rappelle, qui est soutenue par cette exigence qui a été très légitime à une période de la souveraineté alimentaire, dont plusieurs fédérations agricoles se défendent, défendent le principe, qui a été réaffirmé, je vous le rappelle, juste après la déclaration de guerre russe en Ukraine. La France, par la voix de l'Élysée, a réaffirmé le principe de la souveraineté alimentaire et par ce biais éliminé beaucoup de ce qui pouvait apparaître comme très utile, comme certaines restrictions qui ont été levées au motif qu'il fallait et qu'il faut satisfaire la demande alimentaire. Je rappellerai que ce matin dans la presse est parue la décision adoptée hier par la Commission européenne de suspendre ce qui avait été décidé en avril en matière de 1200 produits qui devaient être finis d'être exploités et d'être vendus à l'horizon 2030. Hier, la Commission, compte tenu 2025, des pressions exercées par les lobbies, il faut les citer, des lobbies de la chimie, les grands producteurs de la chimie, producteurs des intrants justement pour l'agriculture, cette procédure qui devait conduire à la fin programmée de ces produits qui polluent tout, qui polluent l'eau, tous les cours d'eau, tous les océans, etc., a été levée. Donc on va vers le pire, là. On va vers le pire sous des prétextes tout à fait justifiés. À l'opposé de cela, ce que défendent les tenants d'une agriculture raisonnée, biologique, etc., ce sont des circuits courts, ce sont la fin des intrants chimiques, ce sont la fin des pesticides pour une production qui conduirait justement, et je vais juste terminer, qui conduirait justement à la diminution de cette production du maïs. Je vais prendre un exemple très rapide sur celui qu'a mentionné, et c'est exactement celui qu'a mentionné Madame Tufnel dans la Sèvre niortaise. Au fond du marais. Il nous reste 5 minutes. Comment ? Il nous reste 5 minutes et puis encore une dernière intervention de Pierre Victoria. Dans ce lieu où il y avait un conflit des bassines,
où ça s'est joué pendant 30 ans, l'opposition entre les deux types d'agriculture, où il y avait des conflits à répétition. Finalement, la puissance publique a décidé d'organiser à partir de 2017 des discussions publiques avec toutes les parties prenantes. Je passe sur le détail. À quoi est-on abouti? On est abouti à une nouvelle répartition beaucoup plus juste de l'eau, sous réserve que, 1. Les agriculteurs s'engagent sur des objectifs quantifiés pour diminuer leur consommation d'intrants et changer, ce qui est attendu maintenant, leurs pratiques agricoles. Le résultat, c'est que de 70% de culture du maïs, on est passé à 30%. Le deuxième, c'est suivant cet engagement des agriculteurs, les filières se sont engagées pour accompagner la dynamique. Et 3, la gouvernance a été décidée au niveau collectif. Le projet, il a coûté 55 millions. L'État a mis 70% de main à la pâte. Et finalement, on a envie de dire gagnant-gagnant. La culture qui était polluante, les intrants qui étaient polluants ont considérablement diminué. Effectivement, les agriculteurs bénéficient de l'eau sous réserve qu'ils respectent leurs engagements. S'ils ne les respectent pas, ils n'ont pas accès à l'eau. Merci beaucoup. Avant de donner la parole pour la dernière intervention de M. Victoria, j'ai une remarque qui vous est adressée. Il faut comparer les choses comparables. Les volumes prélevés pour les usages domestiques sont rejetés à 98% quelques heures après, à proximité de ce prélèvement, ce qui n'est pas le cas des prélèvements d'irrigation agricole qui servent à produire des cultures qui sont à 98% exportées. Oui, c'est tout à fait vrai. Non, mais c'est le débat entre le prélèvement et consommation, mais je pense que voilà, c'est tout à fait juste ce qui est dit. Je voudrais revenir juste à un point parce que je voudrais pas. On a dit qu'il y avait des solutions. Une fois qu'on est d'accord, si on a un projet collectif, une fois où chacun est prêt à modifier ses propres comportements, il existe des solutions. Il existe aussi des nouvelles ressources. C'est-à-dire la réutilisation des eaux usées aujourd'hui apparaît comme un moyen extrêmement peu onéreux si on réutilise l'eau qui a été donc traitée et usée, notamment les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de votre douche ou de votre vaisselle une fois nettoyées, pour des usages autres qu'aujourd'hui elles sont utilisées. Aujourd'hui, elles sont utilisées que pour deux choses. Également, ce sont l'arrosage des golfs et des terrains de sport. Dans la plupart des pays étrangers, l'agriculture utilise énormément les eaux usées. On est dans un paradoxe aujourd'hui, c'est que vous pouvez acheter une tomate qui vient du Maroc et qui a été, ou d'Israël encore plus, qui a été utilisée pour de l'eau usée pour être cultivée, et vous ne pouvez pas le mettre en France. Donc il y a un vrai sujet sur la capacité de réutiliser les eaux usées, notamment pour des usages agricoles et industriels, qui permet de diminuer la pression sur les ressources. Il y a le sujet du dessalement d'eau de mer. Alors, gros sujet qui, pendant longtemps, a été considéré comme à la fois soit une bonne réponse, soit une réponse coûteuse en matière d'énergie financière, ce qui était vrai. Il n'empêche, et je l'ai vu, par exemple, sur l'île de Groix, où j'étais cet été, où il y a eu une petite usine de dessalement mise en place. Aujourd'hui, le dessalement d'eau de mer permet de traiter des points névralgiques absolument importants. Ça coûte 50 centimes du mètre cube, donc c'est pas si énorme que ça. Le problème du dessalement d'eau de mer, il est double. Il est le coût énergétique. Ça peut se faire que là où il y a une énergie qui reste relativement bon marché. C'est plus difficile aujourd'hui, mais il y a des endroits où on peut utiliser la géothermie et des moyens de ce type-là qui en fait en tout. Et puis il y a le problème des saumures que l'on reverse dans la mer. Alors c'est vrai pour des grosses usines de dessalement, sur des micro-usines mobiles comme ce qui s'est passé à l'île de Groix, c'est pas un problème évidemment majeur. Donc je veux dire, des ressources ça existe et des solutions ça existe. C'est le projet collectif et la capacité à gérer collectivement cette ressource rare et comprendre c'est fini avec l'eau abondante, à mon avis, qui est le point névralgique. Le reste, après, on trouvera les solutions. Alors, je ne sais pas si on a encore une minute de questions ou pas. Pierre Pascal ou la régie. On a encore une minute. Madame Tufnel, peut-être quelqu'un veut ajouter quelque chose pour les 2 dernières minutes de notre table ronde. Oui, moi je crois qu'il faut vraiment faire attention par rapport aux agriculteurs, parce qu'on a un peu ciblé les agriculteurs, mais c'est vrai que par rapport aux grands usages de l'eau, sur les 38 milliards de mètres cubes qui sont prélevés chaque année, l'irrigation concerne 2,2 milliards. Ça, c'était mes chiffres de 2019, donc c'est vraiment très peu. La seule chose, c'est qu'ils prélèvent à un moment donné où on est en pleine sécheresse, en plein mois d'août. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, la FNSEA, etc., les champs d'agriculture sont proches des agriculteurs pour passer à l'agroécologie, à l'agroforesterie. Les territoires, les collectivités locales s'engagent aussi pour désimperméabiliser les villes. La nature en ville revient,
les continuités, ce que j'appelle aussi écologiques, sont importantes pour la préservation de la ressource et de la biodiversité. On voit que tout le monde, les intercommunalités aussi, ont des projets. La GEMAPI qui s'est structurée aussi permet la manière de gérer les solutions fondées sur la nature, la protection des zones humides. On voit qu'il y a des très belles initiatives dans les territoires. Sachez que la loi ne fait pas tout. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir une loi qui va gérer, etc. On a déjà tout ce qu'il faut, un arsenal de textes qui permettent au territoire d'y aller. La seule chose, il faut une volonté. Et surtout, et je terminerai par ça, c'est que la répartition de l'eau doit garantir l'égalité de tous devant l'effort collectif, parce que c'est un effort collectif que nous devons faire pour protéger cette eau qui nous est indispensable à la vie. Merci infiniment. Alors, on me dit que que nous avons encore quelques minutes. Alors, il y a une question justement sur les usines de dessalement, mais Monsieur Victoria, vous avez un peu dit le contexte d'utilisation de ces usines, c'est-à-dire que ça reste quand même des choses ponctuelles et qu'on ne peut pas imaginer une solution généralisée de ressources en eau à partir du dessalement de l'eau de mer. Ça a été une mode à un moment donné, il y a 10 ans, on en est revenu, pour être très clair, sur la question du dessalement de mer. C'est vraiment la réutilisation des eaux usées qui apparaît la réponse la plus pertinente. Il faut savoir qu'il y a des pays, d'ailleurs, où on utilise la réutilisation des eaux usées pour la consommation domestique. C'est le cas d'un Namibie, par exemple, c'est le cas de Singapour, où effectivement, on boit de l'eau qui n'ont pas du tout de ressources en eau et qui utilisent les eaux usées, une fois nettoyées et bien évidemment sélectionnées, et pour leur consommation domestique. Il y a une autre innovation, moi, que j'avais lue dans le journal, et je me demandais d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle n'était pas étendue plus que cela, c'est ce qu'on appelle les réservoirs enterrés pleins de sable. Les réservoirs enterrés pleins de sable, REPS. En fait, ils créent des sortes de bassines, en fait des réservoirs où il y a beaucoup de sable, et comme entre les grains de sable, il y a de l'air, l'eau vient se mettre à la place de l'air. Et donc, elle est conservée, elle est pure, elle n'est pas du tout saumâtre, et elle est à disposition des milieux locaux environnants. Voilà. Mais elle ne semble pas du tout être répandue. N'était qu'au Sénégal, l'innovation a été largement utilisée, et ça marche. Donc il y a bien des innovations locales à développer. Et il y a aussi du décloisonnement entre les métiers. C'est-à-dire que moi, j'ai participé alors c'était pas vraiment, c'était le sujet des inondations à Copenhague, où un travail extrêmement intéressant a été fait par les hydrauliciens et les gens de la météo pour être capable de diminuer les investissements et protéger les populations, tout simplement en anticipant beaucoup mieux les éléments météorologiques. C'est-à-dire que vous saviez à quel moment, où allait tomber l'eau et avec quelle intensité. Cela déclenchait l'ouverture d'un certain nombre de vannes et des éléments de stockage. Et vous avez en plus une information de la population qui est complètement impliquée sur le sujet. Et ça, c'est un programme qui était porté par l'Union européenne et qui a amené des métiers qui, jusqu'à présent, peut-être travaillaient trop en silo, à travailler ensemble pour répondre à la question de l'adaptation des territoires aux défis climatiques. Vous avez ce genre de choses qui a été mis en place à la ville de Nîmes, qui avait subi des très très grosses inondations, et ils arrivent effectivement à gérer avec des indicateurs météo. En tout cas, merci infiniment à l'ensemble des intervenants. Je pense qu'on peut conclure quand même que tout ça nous incite quand même à la sobriété, c'est-à-dire il faut chacun moins consommer d'eau, faire attention à notre consommation en eau. Merci infiniment.